Et ben une table de bras de fer, tiens, j'étais d'humeur aujourd'hui. Dommage qu'il n'y ait personne pour m'affronter. Ah, y'a quelqu'un? Eh ben tiens, bah alors, vous êtes champion de France de bras de fer si je ne me trompe. voilà, Non. je me débrouille plus ou moins, Oui. mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà, en fait je suis allé faire un camp avec tous les meilleurs. Ouais. Evan, j'ai un peu appris comment on faisait. C'est vrai? Je me disais Je me disais qu'il y avait des traits de ressemblance. Je me disais. C'est moi, regarde. Au niveau de la main. Le même. Putain, le jeu d'acteur est très bancal. J'en assume toute responsabilité. Je pense que jamais de ma vie je pourrais faire les cours Florent. Oh, ça passe. Voilà. Franchement, tes bras en disent assez gros. Bon alors, depuis le temps. Les amis, vous reconnaissez Alan? Ça fait 2 ans qu'on... 2 ans, hein, c'est pas vu. C'est ça, oui. C'était à Nice. Oui, c'était il y a bien 2 ans, je pense. Ouais. On se retrouve pour une vidéo épisode 2, ciblé bras de fer, arm lifting, qui va être autour des bracos. Parce que je pense que là, en tout termes ce de qui est brachial, on est bien. Préhension, entraînement de la main, du grip, du poignet. Sensibiliser un petit peu aussi au bras de fer, reprendre un peu la suite de ce qu'on avait fait sur l'épisode 1. Je sais que ça vous avait beaucoup plu. Et moi je m'entends très bien avec Alan, donc on est toujours content de pouvoir se voir et pouvoir partager autour des valeurs du sport. Donc c'est un peu tout ce qu'on va voir. On va te suivre aussi sur toi, un petit peu ta carrière. Donc il y aura aussi une partie interview dans cette vidéo, un peu plus approfondie sur Alan, son parcours. Et puis après on fera un peu de trucs rigolos. Évidemment on va refaire Le dynamomètre. le dynamomètre. Ouais. On va bien rigoler et puis on va surtout peut-être apprendre beaucoup de choses. C'est aussi l'objectif de cette vidéo. Bah voilà les amis, on est parti. N'hésitez pas à mettre votre petit like et puis avant que la vidéo commence, allez soutenir tout de suite Alan. Je vous mets son petit Insta ici. Et si vous voulez suivre le bras de fer et tout ce qui concerne le arm lifting, c'est là-bas que ça se passe. Alors, la première chose, on va faire un axe assez simple, on n'est pas dans un truc ultra complexe, mais le but c'est de montrer que même un axe simple, en fait, il y a quand même des subtilités à appréhender. Et que donc ça va servir même aux mecs qui font du bras de fer et qui pensent s'entraîner bien, et au final, il y a des choses à améliorer. Une des bases, tu vois, en bras de fer, c'est d'être capable de ramener le jeu à soi. Ouais. Tu vois, sur la table, d'être compact. Ouais. Parce que c'est une question de levier. Plus tu es compact, plus tu vas devoir mettre de la force, tu vois. Alors que si je suis ouvert, tu vois, il y a une notion de levier. Évidemment, ouais. À force égale, pour moi, je suis plus fort ici. Ouais. Donc ça, il va falloir être capable de serrer ici. Ouais. Le dos, souvent, tu vois, cette fermeture-là, c'est pas tant le problème. Tout le monde est capable de faire un rowing, tu vois, à 60 kg, c'est pas trop le problème. Souvent, le problème, c'est les mecs qui vont être comme ça, sur la table, tu vois, et quand ils vont tirer à eux, ça va faire, hop, ça s'ouvre là. Ouais. Donc là, on est sur les fléchisseurs du coude, brachioradial, brachial antérieur et biceps brachial. Et là, on va faire un exercice qui est spécifique pour apprendre à souder le biceps là. D'accord. Donc on va monter tranquillement en charge et on va voir combien tu es capable de lever avant que ce soit une ouverture, tu vois, une ouverture forcée. Alors on va démarrer là tranquillement, tu vois, à ce poids-là, on va faire, je sais pas, une petite dizaine de répétitions. Alors à chaque rep, je repose. Je pars en dead start à chaque fois. Tu restes pas en tension. Hein. C'est un choix parce que quand on démarre un combat de bras de fer, en fait, il y a une tension qui peut des fois un peu exister, mais c'est peu. Ouais. Donc j'ai pas envie de m'habituer à partir en concentrique, tu vois. Alors j'ai déjà fait une excentrique parce que je sais que c'est plus facile. Donc on fait quelques reps, tu vois. Okay. Bon là c'est facile, vas-y. Je le baisse bien ça. Voilà, le but c'est... Là il n'y a pas de contrainte en fait sur le poignet. Tu vois, il n'y a rien qui veut te faire tourner la main, c'est juste le fusible il est là. Ouais. Alors avant chaque rep, par contre tu vas vraiment conscientiser comme si tu voulais écraser quelque chose le plus serré possible. Et la main, hop, pas en supination du tout. Voilà. Okay. Ah oui, droite. Ok. Ah, il faut que je repose, j'ai pas fait de dead start. Voilà, exactement. Okay. C'est facile hein. Ah, c'est rigolo en fait. Facile. Si je me posais pas la question, je le ferais vraiment juste musculairement parlant, tu vois. Je ferais genre un espèce de curl. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la table en bras de fer, le but c'est de rester compact, comme j'ai dit, et on a peu de variations. Ouais. À aucun moment sur un bras de fer, je vais faire un curl. Ah oui, non, bien sûr. Et donc mon but c'est d'être très fort sur une isométrique, mais pas à n'importe quel angle. Là, c'est déjà trop ouvert. Ouais. Et tu vas voir, quand la charge va augmenter, par nature, ton angle le plus fort ne sera pas le plus serré, ça va être plus ouvert. Vas-y, donc là on est à 30 kg. Imagine, là, déjà là, je prends une clim. Ah bah écoute, plus tu vas la prendre vite, plus ce sera arrangeant pour moi. Je vais devoir forcer aujourd'hui. Faisons une, juste, t'arrives encore à... Voilà.
Ok. Je sens qu'au début, il faut que je lutte un peu pour pas que ça souffle quand même. Voilà, exactement. Okay. C'est vraiment en fait là ce que je veux démontrer sur cette variation. C'est qu'il y a plein de mecs, même dans le monde du bras de fer, qui font leur lift et ils comptent comme validé et ils font ça. Ouais, okay. Validé. Ouais. Parce que ça a levé. Ben, pour moi, non. Parce qu'en fait, si tu es capable de lever 80, tu vois, ici, mais que dès qu'on te met là, tu es faible, ben, je préfère avoir que 60 là-bas, mais avoir, tu vois, 50 fermé. Et c'est pas naturel, parce que sur un muscle, quand le muscle est en position fléchie, c'est là où il est le plus faible. Les pics de force sur un biceps, bien souvent, ça se situe à plus ou moins 90. Ben là, on travaille à être fort en dessous. Et ça, c'est vraiment pas naturel, et ça fait très bizarre. Donc là, 30, c'est bon. On va monter, tranquillement. Allons-y. Hein. Ça, on fait ça parce qu'on est bien d'accord qu'en bras de fer, pour garder la position et pour garder l'ascendant, il faut être le plus compact possible. Exactement. Et que dès que tu t'ouvres, tu as perdu, entre guillemets, parce que tu as perdu tes leviers deviennent moins favorables. Ouais. Tu peux, tu as des mecs qui tirent assez ouvert, mais c'est pas le plan A, c'est des plans B. Mon cher Alan, je te resserre la main. Si tu peux te représenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, voilà. Alors, moi, je suis Alan Barberis. Je suis pratiquant de bras de fer sportif. Je suis depuis plusieurs années maintenant le meilleur bras droit de France. Donc avec la Team France, je suis amené à faire des compétitions en fait aux Europes, au monde et des combats à l'international. Voilà, donc de manière générale, très actif dans le milieu du bras de fer. Plus en tant qu'athlète, mais je développe de plus en plus l'aspect aussi coaching sur la discipline. Ça fait combien de temps que tu pratiques le bras de fer? Là, je suis sur ma 10e année de bras de fer sportif. T'as découvert comment? Moi, c'était un hasard. Même si j'ai toujours aimé faire du bras de fer, que ce soit à l'école ou au travail, souvent je gagnais tout le monde. Par hasard, un collègue à mon boulot me dit écoute, dans ma ville, il y a une association de bras de fer qui s'est ouverte, tu devrais venir voir, j'ai vu le mec, il est solide. Allez, je vais voir. J'y suis allé, j'ai vu les mecs, solides, ils m'ont tué. Ouais. Et j'ai dit waouh. Tu vois, c'est parce que c'est pas juste je force, non, c'est déconnexion totale. Ah ouais. Et j'ai fait là, tu vois, je veux connaître le secret, comment je peux le battre. Okay. Et ça a démarré comme ça, et après je suis tombé amoureux de la discipline. Mais tu sentais quand même que déjà, entre guillemets, tu avais des prédispositions, entre grosses guillemets, quoi. J'avais des prédispositions dans le sens où, de base, quand à l'école, tu gagnes tout le monde, dans un boulot, tu gagnes tout le monde, dans un autre boulot, tu gagnes tout le monde, il y a forcément une prédisposition, tu vois. Okay. Push, on a une interview. Tu veux te dégager ou c'est moi qui te dégage? T'as le choix. Non, mais on le garde push. On garde push. On garde push. On garde push. Pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour le bras de fer? La force. Ouais. Donc forcément, ça reste un sport de force. Maintenant, en toute transparence, les capacités qu'il faut, c'est de la force, mais il faut quand même avoir un aspect cérébral et réfléchi. Ouais. Pour moi, en fait, ça fait partie de la chose dans le sens où si on se réfère qu'aux qualités physiques, je vais vraiment m'arrêter entre guillemets à la force. La force, la robustesse, parce que c'est des angles un peu contraignants. Donc c'est sûr que même si tu as un peu de force, mais que tu es très fragile en termes articulaires, ligamentaires, bon, ça va être un peu chiant, mais bon, c'est un sport de force. Moi, je rajoute vraiment cet aspect psychologique d'être capable d'adapter pendant un combat, d'avoir le sang-froid, d'analyser les points forts, points faibles, et d'être capable de s'entraîner pendant des années. Okay. Alors. Là, combien là? Là, on a 40 kilos. Ok. Donc, tu vois, je me place bien exprès, comme ça. Ouais. Ok. Ouais, ça bouge pas du tout, ouais. Voilà, là, il faut que ça reste soudé. La main, tu la mets comme ça? Ouais, oui. Les règles, c'est que tu dois toucher ça en combat. Donc, tu si touches du bout des doigts ou comme ça, c'est pareil. D'accord. Mais là, pour que toi, tu sois à l'aise. Ok. Alors, c'est vraiment là qu'il faut être vigilant, tu vois. Tu soudes, tu fais un petit levier, tu lèves. Bien, solide. J'ai bougé ou pas trop? Non, t'es bien. Tu peux en refaire une si tu veux. Non, t'es bien. Ouais, je sens quand même. Ah, tu le sens, mais tu restes fermé, sacrément fermé. Hein. Ok. Comme ça, on va devenir un crabe. Comme ça. En vrai, c'est rigolo, tu vois. Moi, j'ai toujours eu ce truc d'être curieux, de tester des nouvelles choses, parce que je trouve que on reste dans, enfin, je vais pas dire l'univers de la muscu, tu vois, mais entre grosses guillemets, tu vois, on reste sur se déplacer des charges. Bien sûr. Et je trouve ça intéressant de tester d'autres choses et d'ouvrir un petit peu les possibilités et ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est les manières de s'entraîner qui sont ultra spécifiques à chaque discipline. Par contre, là, tu viens de rajouter 1000 kilos, là. Non? Le mec, il allait chercher. Oui, mais j'en ai retiré un petit. Ah. Là, en fait, j'ai fait plus 10. Hein. On est à 50 là? C'est déjà bien, franchement. Okay. En étant clean, c'est déjà une bonne perf. T'as un max là-dessus, toi? Non, pas trop de max. Je fonctionne pas trop en max à entraînement. Ça, pareil, sur moi, c'est un peu une erreur que beaucoup de gens font en du bras de fer. Ils se font marabouter le cerveau avec ce qu'on voit sur les réseaux, avec les mecs qui font des lifts pourris. Ou un RM, je veux dire, les mecs, même à haut niveau, je veux dire, les mecs, ils tirent
l'Est versus Ouest et le King of Table, qui sont deux grosses organisations les plus grosses aujourd'hui. Les mecs qui tirent là-bas, ils ont des combats dans 2-3 semaines pour des gros billets avec des enjeux, et tu les vois pour les réseaux faire des lifts où les mecs limite ils finissent tétraplégiques, tu vois, ça n'a aucun sens. Okay. Moi je fais pas de max, je suis pas dans ce délire là, je suis plus méticuleux dans mon approche. T'as raison. Alors l'important c'est, tu vois, à chaque fois tu replaces pour avoir 50-50 en répartition. D'accord. Parce qu'à mi-temps tu la prends mal, en fait t'as toute la charge en haut, c'est encore pire. Oui, ça va en fait ça tape sur le poignet. Là c'est un exercice, comme j'ai dit, on travaille ici. Il n'y a pas de contrainte au poignet. Ouais. Mais après on va y venir, tu vas voir. Allez, on se place bien serré, position start. Ça a l'air de devenir un peu chiant. C'est chiant. Okay. Voilà, tu serres, voilà, et tu fais un levier. Ça a ouvert, on l'a vu. Tu vois, c'est dur. Tu vois le fusible? Ouais. Là, elle a été levée la pile. Mais pour moi, tu vois, t'en as, ils seraient super contents. Ok, c'est bien, je peux même peut-être mettre 52,5. Pour moi, là, c'est trop lourd pour travailler qualitatif. Ouais, ok. Max 50, tu pourrais peut-être enchaîner voilà, des 3, 4, 5 reps. Ouais, mais ce serait pas beau. Mais ça, c'est ma manière de voir. Voilà. Moi, je veux que le plus de temps sous tension se passe là. Ouais. Tu vois, ça, parce je que tu es sur un exo spécifique. Ton objectif, c'est pas de performer là-dessus. Ton objectif, c'est de performer sur la table. Exactement. Et en sachant que même en termes tout simplement scientifiques, là, c'est petit. Mais là, tu t'es pris un excentrique forcé. Ouais. Tu fais ça à chaque série, 10 séries. L'excentrique est traumatisant. Ouais. Donc, pour répéter de la fréquence d'entraînement, c'est pas optimal. Ouais. Donc là, on va dire, tu vois, pour moi, c'est ton max. C'est-à-dire que c'est de la charge où après, ça n'a plus de sens. Ouais. Donc, tu es capable de soulever 50 sur ton tirage. Ouais. Sauf que, et c'est la raison pour laquelle, quand on voit des bodybuilders ou des mecs putain de costauds qui sont éclatés par des mecs comme ça, des ferris comme ça, pourquoi en fait? Parce que t'as beau être très fort ici, tu as un autre fusible, c'est ta main. Ouais. Tu vas pouvoir transmettre à l'adversaire que ce que ta main permet. Et là, on va le montrer de manière très simple, hein, tu vas voir. On va passer la sangle, tu vois. Un peu le seum quand même d'avoir raté, hein, si on se cache pas. Tu veux la réessayer? Non, on n'est pas là pour... L'ego, on l'a mis de côté aujourd'hui. on l'a mis de côté. Alors attends, c'est un peu long. Regarde comment je vais faire, on va prendre comme ça, tout simplement, regarde. Bon, on va garder les 50 parce que tu as quand même un peu levé. Mais au lieu de mettre sans contrainte, tu vas juste la prendre comme ça, la sangle. Alors pour qu'on comprenne bien, tu vois, regarde, si je tire un peu et que je laisse aller, ça fait ça. Ouais. Ça fait ça. Ouais. Qu'est-ce que ça travaille? Ça travaille les pronateurs. Les pronateurs, c'est quoi? C'est quand tu es sur la table, tu vas donner-moi ta main. Toi, tu vas vouloir venir capturer ma main, prendre ma pronation, et moi, en fait, je vais empêcher ça. Tu vois, vas-y doucement. Ouais. Voilà. Et là, le fait que je gère là tes doigts, voire même que je puisse attaquer tes doigts, c'est grâce au pronateur. Et on va voir ici que le pronateur, c'est un fusible important. C'est pour ça qu'on voit souvent en compète les gars qui font ça et qu'en fait... Alors les mecs qui lâchent, c'est les mecs qui se sentent plus à l'aise au strap. Ouais, c'est ça. Tu vas te remettre en place, tu vois. Tu vas prendre comme ça, là. Donc en fait, tu prends la même posture. Tout est pareil, sauf que là, tu as une contrainte de pronation. Et tu vas essayer de lever, sans perdre la main. Vas-y. Et on fait 50 ? C'est pour voir la différence entre 100 modules de pronation, tu vois, 100 fusibles de pronation. Vas-y, reste-toi, mets-toi compact. Voilà. Je sens que j'ai aucune force. Voilà, position start, et là, tu lèves. Attends. Non, parce que j'ai... Ouais, j'ai un insecte par terre. Oui, moi, je l'ai entendu, il m'a gelé. Lève bien le bras un peu plus devant, voilà. Au moins, ça te permet de taper, tu vas bien. Voilà. Et ouais, ça ouvre tout de suite. Mais c'est pareil pour moi, regarde, je vais être honnête. 50, t'as vu, j'ai levé, j'étais bien. En fait, c'est vachement frustrant parce que tu... Toi, 50, j'ai levé, j'étais bien. Ouais. Regarde. Impossible. Okay. Impossible. Tout simplement parce que les pronateurs, ils n'arrivent pas à connecter 50 propres clean comme ça en position start. Donc là, on peut voir en fait la différence entre des mouvements adaptés au bras de fer, donc avec des contraintes de pronation, des mouvements plus musculaires comme avant. Donc on peut même, regarde, tu vois... Est-ce qu'il y a une dimension musculaire dans cette... C'est quand même les pronateurs, est-ce que tu peux... Ah oui, c'est purement musculaire, c'est purement musculaire. C'est les pronateurs, et ça s'entraîne. Très simple, hein. Regarde, c'est simple. Je vais te montrer un exercice pour renforcer ça. Donc là, je te montre, tu vois, un exercice, donc on a mis beaucoup plus léger, qui permet de renforcer spécifiquement ces pronateurs. Okay. Tu vois, tu démarres, tu vois, en supination cette fois-ci, et tu vas devoir venir position start. D'accord, tu viens faire... Tu réouvres, hop. Tu réouvres, hop. Voilà, prends, tu restes en supination, légèrement fléchi.
Voilà, à peine. Et là, tu viens serrer ça et te mettre en position start. Okay. Donc je suis comme ça et là je vais venir serrer. Vas-y. Là, c'est que le bras ou là, accompagner avec le corps? Là, t'es pronateur. Non, comme tu fais, c'est bien. Okay. Tu peux accompagner avec le corps, c'est pas trop grave, là, on travaille avec tes pronateurs. Viens encore plus serré, plus loin, ça. Comme si l'os, tu voulais aller vraiment de l'autre côté. Voilà, garde. Encore plus, si tu arrives. Ok. Vas-y. Voilà. Tu vois, ce que tu ressens là dans l'avant-bras, c'est le travail des pronateurs. Ouais. Donc ça, c'est un travail spécifique qu'on va beaucoup faire en bras de fer. Okay. Les pronateurs. Oui, parce qu'il y a quand même une dimension vachement importante à prendre le poignet. Tu prends vraiment l'ascendant, entre guillemets, sur quelqu'un. Ce qu'on appelle le hand control, le contrôle de main, ça reste vraiment la base. Il y a certains ferristes qui, perdus, arrivent à faire des choses, voilà, à gagner, mais la base, c'est de travailler la main. Quand on dit bras de fer, c'est une fausse appellation. On devrait dire poignet de fer. Tu vois, c'est là le gros du travail. C'est ici. Push, je crois qu'il veut dire quelque chose là. Push, on t'écoute. Toi, t'es nul au bras de fer, j'ai déjà dit. Alors, petite interlude, on peut faire du spécifique avec Push en fait. Bien sûr. Comme ça. Voilà. Et non. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière un petit peu un tournant, que ce soit une blessure ou quelque chose que tu as appris d'un athlète ou je sais pas, est-ce qu'il y a pour toi un moment marquant dans ta carrière? Un tournant, je sais pas si c'est vraiment pas un tournant en fait, c'est à chaque fois qu'il y a des défaites, à chaque fois qu'on n'arrive pas à taper un podium à Europe, on apprend. Moi, j'ai quand même un ego, j'ai envie de gagner. Quand je perds, je suis dégoûté, tu vois. Donc, quand j'arrive et que je vois que je perds, derrière, grosse remise en question. Ouais. Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Donc, en fait, des situations comme ça, j'en ai eu plusieurs au long de ma carrière. Je me suis dit, bon, là, je vais vraiment mettre les bouchées doubles ici, sur cet axe. Donc, en fait, c'est plein de petites remises en question, plein de petits tournants. Ouais. Maintenant, de manière plus précise, on va dire que je sais pas pourquoi. J'ai eu, il y a 2 ans à peu près, j'ai eu pas une... Ouais, c'était pas que j'avais plus envie de faire du bras de fer, c'est que j'ai voulu passer sur un autre sport. J'ai voulu le sport combat, ça m'a toujours beaucoup plu et je me suis dit, est-ce que j'ai pas un peu fait le tour en bras de fer, tu vois? Et j'ai failli vraiment lâcher, vraiment. Je me demande pas pourquoi, j'ai refait une compète pour faire plaisir, voilà, tu vois, ma conjointe, tu vois, elle voulait me dire, fais une dernière compète, un truc, je l'ai fait. Et derrière, je sais pas, j'ai pris un élan de motivation que je n'avais pas vu venir. Et de ce moment-là, je me suis dit, il y a 2 ans, non, en fait, j'ai compris que ma place, elle est là. Et je mourrai dans le bras de fer. Et depuis, ma motivation ne cesse de croître. Moi, quand je m'entraîne pas plus de 24 heures, je suis pas bien. Je pense bras de fer, je dors bras de fer, c'est... voilà. C'est ta vie, ok. Donc après, sur l'aspect personnel de vie, on a tous des... Tu vois, hors sport, il y a tous des moments plus ou moins difficiles. Il y a eu une période où j'ai perdu beaucoup de choses qui m'étaient chères en très peu de temps. Toute la vie que j'avais pu construire, en fait, c'est déconstruite en l'espace d'1 an. Bon, écoute, on en garde forcément, tu sais, et comme on dit, hein, le cœur, il y a toujours des séquelles, mais on continue d'avancer. Et à la limite, ça te rend plus résilient. Bien sûr. Tu vois, même dans la pratique sportive ou ailleurs, à un moment donné, après, tu te dis que, t'avances. Ouais. Si t'avances pour des choses plus graves que du bras de fer, tu vas avancer dans le bras de fer, il n'y a pas d'excuse. Quels sont aujourd'hui tes objectifs? À très court terme, très court terme, de manière vraiment concrète, j'ai 2-3 axes sur ma manière de faire du bras de fer qu'il faut que je rehausse comparé à mes points forts. Okay. C'est des choses que je n'avais pas travaillé sur ces 10 ans. Donc là, je vais m'y pencher. Donc sous 4-5 mois, ça fait déjà 5 mois que j'y bosse, tu vois, je vais commencer à être plus complet sur ma manière de tirer. À moyen terme, d'accéder à faire une finale Europe ou monde. Donc médaille d'or ou médaille d'argent. Et à long terme, c'est pouvoir en faire le plus longtemps possible. Si c'est pour briller et derrière être l'ombre de moi-même, tu vois, à 40 ans, ça va pas le faire. Donc je veux quand même durer. Mais voilà, je veux intégrer des grosses organisations comme l'Est versus Ouest, le King of Table. Tu vois, d'être dans ce côté professionnel du bras de fer et participer à ça, quoi. Et derrière, pareil, développer en France, trouver des poulains à coacher, tu vois. Déjà, y apparaître là, c'est exceptionnel. C'est là où on se rend pas compte, c'est que souvent, tu vois, là, moi je prends l'exemple, je reviens de Sheffield. Déjà, le fait d'être dans une compétition, même si tu la gagnes pas forcément, alors évidemment, on a tous envie de gagner, on est tous animés par ça, mais déjà, juste le fait d'apparaître, ça veut dire que t'es dans le meilleur des meilleurs des meilleurs. Et pour avoir ça, c'est déjà exceptionnel. Là, ça va pas être la même. Là. Donc là, t'as vu, on est parti de fléchisseur, rester compact, tout allait bien. Tu t'es rendu compte que dès que je mets une contrainte de pronation, ça déconnecte tout. Bon, là on va aller encore pire. C'est-à-dire que oui, garder la flexion, c'est super, garder les pronateurs, c'est super. Maintenant, il faut être capable, pendant que tu gardes tout ça, de fléchir le poignet. Oh, putain. Donc là, on a une poignée spécifique. Alors c'est un exemple, il y a d'autres ustensiles, tu vois, mais ça c'est pas mal. Tu viens en fait prendre la poignée comme ça, et en fait, regarde, non seulement ça travaille, tu vois, là t'es fléchisseur, il faut que tu maintiennes. T'as les pronateurs, parce que regarde, si jamais je mets pas ma pronation, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça. Vu que c'est attaché qu'en un point, tu vois, hop, ça fait ça. Donc je suis obligé de maintenir, dans l'axe, exactement, maintenir ces pronateurs. Et en plus, on va rajouter l'autre variante de venir fléchir le poignet pendant que je garde tout ça. Et je ramène.
Bon, ça me parle pas du tout. Et je ramène. Faire un curl avec le poignet, là, c'est... À toi. Il y a 10 kilos. On est parti de 50, on est à 10, tu vois. Alors l'idéal, c'est que la sangle soit toujours à la lisière du plastique, tu vois. D'accord. Voilà, là t'es pas mal. Voilà, reste 45, voilà, là t'es bien. Comme ça. T'es sous tension. Voilà, là tu viens, sans ouvrir là, sans perdre la pronation, viens fléchir ton poignet au maximum. Alors t'as vu? Tu vas compenser par ça. Ouais, c'est-à-dire que tu vas pousser avec ton avant-bras. Fais vraiment. Tu vois? Vas-y, ouais. Vas-y, va au fond. Vas-y, 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 encore plus loin. C'est pas mal. Oh, t'as vu le tremblement que tu as? Ah, c'est impressionnant. Puis je sens là des muscles que je n'ai pas. Ben, en fait, ou des muscles que je ne travaille pas. Ouais. T'es pas habitué à avoir autant de pression là-dedans. Ouais. Et en fait, tu vois ta main, là il y a 10 kilos, t'es comme ça. Ouais. Et tu fais ça. Ouais. Tu fais pas ça. Ouais. Parce qu'en bras de fer, il faut bien comprendre que pareil, il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Pourquoi je lui demande de cuper, ce qu'on appelle cuper, de fléchir, c'est que par exemple, c'est sur un combat de bras de fer, en fait, je vais être là, et regarde, laisse-toi faire, tu vois, boum, ouais. Je vais te prendre la pronation. Et il me passe en supination du coup. Donc, ouverture biceps. Il te reste que ton biceps, j'ai désactivé ton brachioradial en partie, ton brachial antérieur, c'est plus facile pour moi. Ouais. Donc, si tu, comme tu le fais, tu as juste une petite amplitude, en fait, je vais juste faire ça. Ouais. Donc, tu gardes la pronation, ouais. Donc tu peux connecter. Du coup, c'est moins efficace que si j'étais capable de faire ça. Parce que moi, ce que j'ai là, c'est que j'ai pas une très grosse amplitude. Voilà, exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les amplitudes, tout le monde me dit ça au début. Putain, mais j'ai l'impression que j'ai pas d'amplitude, j'arrive pas à aller loin. C'est du temps. Du temps. Et je vais en profiter, c'est le bon moment pour te montrer quelque chose, regarde. Tu vois là, on a fait un peu dans l'ordre. Ouais. Donc tu t'es aperçu que quand on regarde ça, la pronation et qu'on essaie de fléchir. Très dur. Tu dandines, hein, ouais. T'es tremblotant. Ouais. Il y a 10 kilos. On est parti de 50 que tu levais tout à l'heure. T'imagines comme on a drastiquement. Là, psychologiquement, ça me fait très mal. Hein. Non, mais tu vois. Là, je pleure intérieurement. Ça a chuté. Et on va aller encore au-delà. Oh, imagine, tu arrives à garder ça. Tu arrives à garder ta pronation. Tu arrives à fléchir en profondeur comme tu viens de le faire. Est-ce que tu es capable toujours d'avoir de la force, de pression? Ouais. Et je vais te montrer une petite expérience. Donc ce que je vais te demander, c'est tu mets métal contre métal, et de là, je veux que tu viennes fléchir, alors sans bouger, hein, tu viens fléchir le plus profond possible comme ça. Sans mettre de sangle? Juste avec ça? Ouais, juste là. Là. Tu métal contre métal, et tu dois fléchir entièrement, sans que le métal s'ouvre, et revenir. Okay. Et descendre, et revenir. Là, il n'y a rien en pression, honnêtement, avec deux doigts on le ferme, et toi tu vas le fermer facile. Donc vas-y, place ton coude. Tu fermes, métal contre métal. Allez, là, tu laisses le métal, et tu vas chercher là. Et tu remontes. Bon, j'ai déjà senti que ça s'est un peu ouvert. Hein. Attends. Voilà, métal contre métal, tu n'as plus le droit de bouger. Va profond. Et tu réouvres doucement. Tu sens la contrainte. Oh, là, j'ai senti des trucs. Tu sens la et tu as fait, non seulement tu as fait quelques degrés, ouais. Tu n'as pas été là, ouais. Et en plus de ça, naturellement, tu es parti en supination en bas. Ouais. Refais la même en restant en haut. Tu vois, sans aller en bas. Ouais, je compense. Vas-y. Non. Ouais, c'est mieux, mais t'as vu, tu pars en supi. En fait, je tombe en fait. Voilà, ouais. Ta pression elle doit venir là. Ouais. Voilà, et tu réouvres. Voilà. Ouais, t'as vu? En fait, musculairement, je n'arrive pas à aller. Ah non, mais c'est ça. Mais en fait, c'était vraiment musculairement. Et là, tu vois, on n'a rien. Je t'aurais mis un cran ou deux au-dessus. Ce qui se serait passé, t'aurais fait ça, et t'aurais fait comme ça. C'est sûr, ça a fait ça à tout le monde. C'est fou. Donc on part de ce que les gens pensent, ouais, bam. Ah, en fait non. Ouais. Si tu veux être pertinent, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Notre corps entier, c'est un enchaînement de fusibles. On ne sera jamais plus fort que le fusible le plus faible. C'est aussi simple que ça. Et c'est là aussi la beauté de chaque sport, en fait, c'est qu'on devient ultra spécifique et qu'on travaille sur des choses que d'autres ne peuvent pas travailler. Et en fait, être fort, ça veut un peu tout et rien dire, parce que tu peux être fort dans ton... Fort à quoi? C'est ça. Ça veut un peu tout et rien dire. Je pense que tu as des personnes, génétiquement, tu as des prédispositions pour être un peu bon partout. Maintenant, il faut le travailler. Ah oui, c'est sûr. Mais tu pourras jamais être complet dans tous les trucs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Que même si tu avais la cote génétique à pouvoir
tout faire. Il faut le temps. Hein. Ah bah oui. Ça s'arrête là, hein. C'est que la journée fait 24 heures, une vie c'est 70 ans, donc pour vraiment exceller, c'est surtout dans les sports comme le bras de fer, il y a beaucoup d'expérience qui est demandée. Tout ce que je montre là, c'est du spécifique, c'est pas le bras de fer, c'est comment entraîner ses muscles et ses connexions. Mais il faut bien comprendre que là, la poulie, c'est toujours la même chose. Quand tu as un mec de ton poids en face qui tape dans tous les sens dans ton bras, tu dois t'adapter. Donc c'est encore une autre contrainte. Ouais, t'as plus du côté aléatoire qui rentre en compte. Exactement. Et donc l'aspect expérience. Mais je suis d'accord avec la notion de patience, tu vois, moi personnellement, j'ai jamais autant progressé cette année parce que justement j'ai pris le temps de décomposer chaque chose, de comprendre les mouvements en eux-mêmes, de regarder la spécificité que je peux apporter, de travailler sur des axes différents et juste être patient et d'accepter que c'est un processus long qui se mettra en place et en fait si tu veux tout trop vite, tu vas juste te brûler les ailes. Exactement. La constance mène à l'excellence. C'est aussi simple que ça. Magnifique. Est-ce que toi, tu dirais que tu es plutôt animé par le processus d'entraînement? On aime les compétitions, on aime le processus d'entraînement, mais tu as des gens qui vont aimer que les compétitions et qui vont voir l'entraînement comme un moyen de devenir plus fort, mais ils vont pas aimer l'entraînement. Toi, là-dessus, tu te positionnes comment? Moi, je suis plus comme ça. C'est le chemin. Le processus, la science de l'entraînement, l'adaptation de l'entraînement pour arriver à un objectif, c'est ça qui me fait rêver. Okay. Moi, je m'auto-coach, tu vois, j'ai pris pas mal d'expérience, j'en avais déjà d'avant, parce que les entraînements de force, ça reste des choses que j'avais déjà en muscu, en power, mais oui, expérimenter des protocoles de force, voir ce qui peut fonctionner, différents régimes de contraction, ce qui m'anime. Tu sais, moi, je vais te dire, ce que j'adore, c'est quand je reviens en fin de prépa, je reviens d'une compète, je suis pas blessé, je sais que j'ai une échéance dans 4 mois, le meilleur moment pour moi, c'est que je me pose devant le PC, Word ou Excel, allez, je vais mettre au point ma nouvelle prog, tu vois. Et ça, là, j'ai l'impression d'être un artiste. Donc moi, la notion de processus, moi j'ai une vision d'entraînement qui est très millimétrée, très chirurgicale. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Il n'y a pas un gramme qui est là au hasard. Il n'y a pas une rep qui est là au hasard. Et ce côté chirurgical, c'est un peu ma signature. Dédicace aux élèves que je suis, qui me suivent. C'est ma manière de faire et c'est plus ça qui m'anime. Ça m'anime plus que la compète en elle-même. Même si évidemment. Ouais, non, mais je comprends parfaitement. Évidemment, je suis compétiteur et j'adore ça, hein, mais ouais. Je suis d'accord, effectivement, je pense que c'est une très bonne chose d'être technicien et surtout d'apprendre à apprécier le processus. Et déjà, je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est que faire des compétitions, c'est une chose, mais quand tu es quelqu'un qui est très bon dans le processus, forcément, le résultat sera que tu fais des compétitions. Il faut apprendre à apprécier tout ça et puis apprendre aussi à apprécier chaque jour, chaque entraînement, de réaliser chaque chose et de réaliser le moment présent, tu vois, vraiment. C'est que, je te prends un exemple, quand je suis en compétition, j'essaie de vraiment prendre le temps pour me dire, ok, là, tu es en compétition, prends tous les éléments qui sont là, profite aussi du moment, tu vois. Sûr. Et pareil pour les entraînements, profite, n'y va pas juste. On sait, 80% des entraînements, on n'a pas forcément envie d'y aller parce que la discipline, voilà. Mais quand tu as quand même le recul nécessaire pour te dire, je suis heureux de pouvoir faire ça, je suis heureux de pouvoir faire quelque chose qui m'anime, s'il y a un message à passer, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à aimer ce processus d'entraînement. Et en fait, ça t'apporte énormément de choses dans la vie parce que tu vas comprendre des choses sur toi, tu vas même te nourrir énormément intellectuellement. Je pense que là, le bras de fer, on s'aperçoit qu'il y a vachement de données qui rentrent en compte. Et même le fait que tu t'auto-coaches, tu vois, c'est encore plus quelque chose qui va t'apprendre, tu vois. Donc non, c'est grave cool. Pour le bras de fer, pour vraiment, si tu t'intéresses vraiment, tu as d'énormes notions morpho-anatomiques, tu vois, comparé à d'autres sports de force, tu vas aussi beaucoup t'intéresser à tous les tissus comme les ligaments, les tendons, tout ça. On en parle moins, tu vois, quand on est sur du body ou voilà. Et là, ne serait-ce que d'aller sur cet aspect-là, tu vois que ça fonctionne pas exactement pareil que du tissu musculaire, donc que les adaptations ne se font pas de la même manière. Ouais, c'est super intéressant, franchement, oui. Quand tu veux pousser la chose, au-delà de l'entraînement, tu apprends sur le corps, tu apprends sur plein de choses. C'est hyper intéressant. Ah oui. Je vais te montrer maintenant, parce que là, tu vois, je t'ai montré l'aspect renforcement qu'on appelle en salle, donc sur poulie, avec des charges additionnelles. Mais faut pas perdre de vue que le bras de fer, c'est un sport qui se pratique ici. Voilà, un boxeur, il va pas faire que du sac, que du power. À un moment donné, il faut faire du sparring. Bon, c'est le cœur du bras de fer, c'est ici que ça se passe. Une grosse erreur, c'est que les mecs, quand ils vont à l'entraînement de bras de fer, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Dans la majorité des clubs, c'est ça. Ils se déchirent. Ça, en fait, ils sont en fight permanent. Bram, 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 excentrique, tu vois, ils se massacrent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe le soir? Ils ont mal. Ils réessaient de revenir à l'entraînement 4 jours après, ils se prennent des lésions. Et en fait, on entend toujours, le bras de fer, ça fait mal, le bras de fer, c'est terrible. Alors, oui, le bras de fer, c'est un sport rude, mais beaucoup de ces douleurs, de ces blessures peuvent être minimisées si tu t'entraînes intelligemment. Il faut travailler sur des modules. Regarde, tu prends ta main là, tu vois, je te donne un exemple de travail, tu vois, si je suis avec un collègue dans un club, ce qui va se passer, tu vois, et ben je vais dire, ok, toi tu vas venir travailler ta rentrée comme ça, ok, et moi je vais venir travailler ma sortie. Pour rappeler les techniques de base, tu vois ce qu'on appelle l'intérieur, le hook, ça s'appelle, tu vois, le crochet, on vient comme ça, et on descend. Tu as ensuite le top roll, là je vais venir attaquer tes doigts,
Ok. Ouais, comme ça. Okay, ouais. Et après, tu as les presses. Les presses, c'est vraiment, en fait, on vient passer l'épaule derrière et pousser avec le triceps, comme ça. Ah, c'est fou, la pression, elle s'applique ici, là. Ouais. C'est marrant. Donc, admettons, on veut faire un travail intelligent sur table, et ben toi, tu dis, ok, moi, toi, tu veux travailler ton top roll. Ce qui va se passer, c'est que si j'ai beaucoup plus de force que toi, je vais te garder, et toi, tu vas doucement venir faire ça en descendant un peu. Ouais. Voilà, 1, on revient. 2, voilà. En fait, on va travailler des intensités modérées comme si tu faisais du bench, tu vois, des choses calculées. Si jamais. Pour comprendre le mouvement en lui-même aussi. Voilà. Ouais. Et parce que là, en faisant ça, tu travailles tes pronateurs comme tu faisais sur la poulie. Ouais. Sauf qu'il n'y a rien qui mime mieux l'humain que l'humain. Tu vois? Donc pour connecter, c'est plus intéressant ça que ça. Et ce qui peut être intéressant après, c'est de s'aider de ça. Tu vois, admettons, moi je suis beaucoup plus fort que toi sur les pronateurs. Ben, je vais te dire, alors tu mets une pression là, en même temps que tu essayes de me fléchir, tu vois? Okay. Et en fait, on va travailler comme ça. Et je vais faire, vas-y, là tu me laisses un peu de mou. Et 1, et on revient. Et 2. Ouais. On va travailler, en fait, on va s'aider de la tâche pour pouvoir compenser non seulement les forces, et pour être plus précis. Donc c'est ce genre de travail qu'il faut faire sur la table. Puis même, je pense que le fait de travailler à intensité modérée, ça permet, bon, peut-être, après, je sais pas, pour des personnes qui sont plus avancées que moi, mais en tout cas, en tant que débutant, de juste activer les zones et de comprendre, en fait, tu vois. Ce que tu dis justement avec le cupping, le hook, ou alors le top roll, ça, c'est quand même des mouvements. Le top roll, c'est vraiment d'envoyer ton poignet comme ça, c'est un mouvement qui est pas naturel, enfin, qui est un peu bizarre. Ben, ça dépend, c'est des gens, c'est très naturel. Moi, j'ai fait faire du bras de fer à des centaines de personnes, peut-être des milliers depuis le temps, parce qu'on fait des événements, des choses. Et j'ai des gens qui sortent de nulle part, soit des sportifs, soit des lambda. Et en fait, bah, t'en as, leur base, leur réflexe naturel, c'est je prends, je rentre, c'est à l'intérieur. Et t'en as, tu leur dis rien, ils sont là et ils tapent là, tu vois, ils tapent avec l'os. Ils ont le top roll, c'est leur nature. Okay. Et moi, c'est l'inverse. Moi, je suis vraiment intérieur. C'est pas très naturel pour moi de taper comme ça. Alors là, je vais te montrer comment faire un top roll et on va voir un peu ce que tu as en puissance sur ce mouvement-là. Je vais venir te placer comme ça, donc bien compact, ok. Ce qui est bien, c'est que toi, tu t'es abaissé, tu vas utiliser, tu vois, tant que ton biceps va rester serré, tu vas faire une sorte de levier, comme un pied de vis. Tu vas venir, tu vas faire comme ça, comme si tu mettais une pression, que ma main, tu voulais qu'elle aille dans le plafond. Toi, c'est un peu, voilà. Okay. Ce levier, il va falloir que tu fasses ça, en même temps que tu viens avec cet os-là. Taper dans les doigts. Ok, j'ai capté. Imagine que tu regardes l'heure en fait en même temps que tu t'abaisses. Vas-y. Oui, encore. Bien. Un peu de regarder l'heure. Vas-y, la même chose un peu plus vers là-bas. Oui, plus bas. N'hésite pas sur ta jambe gauche. Alors attends, je regarde ton placement. Ton pied droit. J'ai le droit de mettre ma jambe là-bas ? Tu le mets où tu veux. Ton pied droit, mets-le sur la table. Ah oui, ok. Comme ça, regarde. Ça va te permettre, tu vois, de pouvoir pousser. Ouais, je suis mieux là. Ouais, ok. Et ton pied gauche, en fait, bah, tu vas descendre sur ta jambe gauche. Mais quand je dis descends, regarde, laisse-toi faire, tu vois, c'est vraiment... Regarde, j'ai descendu. Hein. C'est là où le poids de corps aussi se joue. Si ton bras le permet. Franchement, regarde, quand je suis là, là, tu pourrais m'accrocher un camion. Si mon biceps ne tient pas, ça va juste faire ça. Hein. Ok. Alors là, t'es trop gentil, tu vois, tu laisses ton poignet perdant. Okay. Voilà, bien droit. Tu fléchis légèrement quand tu regardes l'heure et tu descends vers comme je t'ai dit. Ouais, descends encore plus. Attends. Dès le début, avant de faire tes leviers et de tout faire, t'as poussé. Ah oui, ok. C'est ce que les réflexes. Les gens ont le réflexe de faire ça en bras de fer. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, tu fais un levier comme si tu voulais m'envoyer en haut en regardant l'heure. Ouais. Encore. Voilà. Encore la même en descendant plus bas et t'es bon. Oui. Ouais. On sent que t'as de la force quand même. Ok. Bien. On sent franchement c'est rigide. C'est un potentiel de malade. Ouais mais c'est... Là, c'est là. Rouge. Le mec il est au max. Ah ouais. Non mais en fait c'est vachement particulier parce que je découvre un nouveau sport, tu vois. Ouais. Et du coup genre j'ai pas ce truc de compréhension qu'il faut avoir. Je vais te montrer maintenant l'intérieur, le hook. Donc là on est comme ça. Tu prends toujours pareil, tu prends là, tu t'avances bien à la table. Et ce qui va se passer, alors là, ton pied, tu peux le mettre un peu plus vers le côté de la table. Parce que autant tout à l'heure, on avait besoin de mettre le pied là pour pouvoir pousser, autant le hook, on va avoir beaucoup de latéral, donc tu peux te mettre un peu plus... Okay. Tu vas venir crocheter et réduire au max, voilà, exactement. Et tu te mets un petit peu à 45... Alors par contre, si ton corps touche ma main, t'as perdu. Ah ok. C'est une faute. Okay. T'as pas perdu, mais c'est une faute. Regarde, je te montre et tu vas essayer de mimer, regarde. Reste, voilà, tu vois, naturel, c'est... Ok, d'accord. Et là, tu bosses avec ça. Je te cup, donc je te fléchis le poignet. Je réduis au maximum l'espace épaule-main, mais je reste pas droit comme ça. D'accord. Je viens me mettre à 45 degrés. Oui, d'accord. Oui. Oui. Ok, maintenant tu fais, tu fais la même chose, et en même temps tu viens un peu glisser vers là. Ok. Oui, d'accord. Ok, tu gardes, vas-y, encore. Bouge pas. Un petit peu plus à 45 degrés.
Parfait. Et là, tu vas venir, en gardant tout ça, descendre en bas. Tu descends sur ta jambe. Encore. Non, descends beaucoup plus bas. Voilà. Okay. Tu étais assez ouvert ici. Tu vois, quand je vais le faire, je vais être comme ça. Toi, tu étais comme ça. Ah, ok. Pense à être compact. J'ai une question juste que je me pose. Quand tu affrontes quelqu'un, si en fonction du placement de ses jambes, tu arrives à lire un peu dans son jeu? J'arrive à lire dans son jeu, mais sur sa posture générale, pas forcément les jambes. Honnêtement, je regarde même jamais les jambes de l'adversaire, mais tu sens, quand le mec, il va être très, tu sais, en arrière, tu prends sa main, tu sens qu'il y a une pression vers là-bas. Tu sens qu'il cherche à mettre un levier, c'est pas pour rentrer en hook ici. Hein. Il va top roll, ouais. Okay. C'est bien souvent. Hein. Tu vois un mec qui monte sur la table, il essaie de passer au max l'épaule près de la main, tu vois, l'arbitre est toujours en train de lui dire épaule parallèle, tu peux être certain qu'il va partir sur une presse. Ok. Tu regardes pas de là, redescendre, faire un top roll, le temps qu'il fasse ça, il est mort. Ouais. Donc oui, tu arrives à sentir. En gros, il n'y a pas besoin de regarder les jambes pour savoir ça. Juste rester là sans se baisser, on voit très bien. Quand tu es habitué, tu le sais. De prime abord, tu dirais que ce serait quoi mon point fort? Et pour l'instant, je vois pas de point faible. Ok. Il y a ça, c'est qu'en fait tout est complet, tout est très fort. On va regarder juste, tu vois, on va mettre une résistance progressive et on va voir un peu qu'est-ce qui bug, tu vois, chez toi. On va faire, tu vois, comme ça avec ton levier. Ok. Et moi, je vais faire la même chose, d'accord? Vas-y, doucement. Ok, d'accord. Ok. Je sens que ça ouvre un peu ici. Ouais, t'es fort après, tu vois, honnêtement, t'étais très fort. Ouais. Je peux t'emmener, mais il faut que je connecte fort quand même sur le haut de la main. Okay. On va faire la même en hook. On va se placer tranquillement en intérieur, parce que là, voilà. Et là, tranquillement, on va venir, tu es là en diagonale. C'est-à-dire que tu vois, il y a un tirage vers l'arrière du pad. Tu vois, comme si tu voulais que ton coude aille derrière. D'accord. Et en même temps que tu me descendes là. Ok, je vais faire pareil doucement. Vas-y. Tu descends avec ton corps. Vas-y, remets-moi pad. Ouais, bien, encore. Voilà. Je vais doucement attaquer, te bloquer ici. Enfin, tu vas essayer de m'empêcher de descendre, je t'emmène pas en bas. Juste, je fais 15 cm. Tu essaies de bloquer. Ok. Très très fort. Excellent. Ah, franchement, impressionnant la force que tu développes. Ouais. C'est pas étonnant, hein, je commence à te connaître. C'est dur à évaluer parce qu'en fait, je sais pas du tout, tu vois. Trouve un mec dans ton entourage, même en power, qui fait pas de bras de fer et qui te bat. Bon, c'est ça que je voudrais voir, tu vois. Ok. Ah, pas beaucoup. Franchement. Non, t'es solide. C'est bon, mon ego est remonté depuis qu'on a fait le truc là-bas. Au niveau des compétitions, ça se déroule un peu comment? Souvent, ça va être un tournoi. En fait, c'est sous forme de tournoi. Okay. C'est-à-dire que c'est un tirage aléatoire avec un logiciel. Tu as le droit à 2 défaites. Tous les perdants vont dans un pool repêchage. Et après, tu as la formule, on va dire, qu'on appelle super match. En fait, tu as donc 5 rounds. Ça peut être 6, ça peut être 3, mais normalement, c'est 5 rounds à faire contre un seul adversaire. Le premier arrivé à 3, par exemple, a gagné. Tu as 1 minute 30 de pause entre chaque combat. Donc, cette minute 30, ça peut être suffisant si tu as fait, genre, tu vois, un combat en flash. Bon, tu as flashé. Ça va. Maintenant, tu as fait un combat d'1 minute, bah, tu as autant de combats que de repos derrière. Et pendant 1 minute 30, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des conseils avec le gars de ton coin qui analysait les failles techniques, tu vois. Il te masse. Même pour désengorger, tu peux t'amuser aussi. Tu lèves le bras et tu fais des squats pour ramener du sang en bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les super matchs. Donc il y a 2 mois, j'en ai fait en Serbie. Donc le champion de Serbie dans ma KT, j'ai gagné 3-0. Et là, je reviens là, il y a 8 jours. Là, je reviens d'un match. Donc c'était en Autriche. C'était contre le champion de République tchèque dans la catégorie du dessus de moi. Ça, c'est un super match parce que tu voilà, super match aussi. J'ai gagné 3-1. Putain, bravo. Donc, avec un mec qui est plus lourd. La caté du dessus, donc toi t'es en moins de 100, tu m'as dit tout à l'heure. Ah, oui, alors là, quand tu me vois hors saison comme ça, là je vais être aux alentours des 110, hein, clairement. Maintenant, tout ce qui est combat, j'ai envie de dire un peu pro, tu vois, les combats où je vais aux Europes ou monde pour perf vraiment, c'est moins de 100. D'accord, donc toi après tu fais un processus pour perdre du poids. Ouais. Tu fais quoi? Tu fais des water cuts aussi? Ouais. Ok. Au niveau des KT de poids, mon plus gros cut, on va dire une fois en Italie, j'étais pesé à 99,8 et le matin, et le soir je faisais, je crois, 106,8, 107, comme ça. Ah ouais. T'as combien de temps entre la pesée et le match? Alors ça c'est une très bonne remarque parce que faut pas oublier que c'est des contraintes très ligamentaires, très osseuses, tu peux pas arriver déshydraté. Donc comme un power en au moins 24, moi, sinon je fais pas. 24 heures? Voilà, au moins, sinon je fais pas. Ah oui, c'est quand même moins, parce que nous en power on a 2 heures. Et tu vois, non, la même journée, moi je jouerais pas avec ça sur le bras de fer, du moins. Ouais. Le bras de fer, non, tu vas te péter un truc, c'est pas possible. Ouais. Après, moi l'avantage que j'ai, vu que je concours qu'en bras droit, et ben quand tu arrives par exemple aux Europes, t'as le jour de la pesée, le lendemain c'est bras gauche, et après c'est bras droit. Ah oui, donc t'as 48 heures. Ah oui, donc ça va. Donc en fait tu reviens en poids de forme. Ah, je suis bouillant. Okay. Je suis plein de glucides, je passe 2 jours dans l'hôtel à faire des siestes et manger des glucides. Pas mal. Et boire. Quelques litres d'eau par jour, plein de nutriments, enfin de en fait la pesée
Histoire de dire quoi, mais en réalité, aucun des athlètes n'est vraiment... le matin même, ça serait, t'imagines, aux Europes, des fois, tu as 1200 athlètes, ça prend une journée entière. Donc tu peux pas... Comment tu fais pour déjà atteindre les championnats de France? À l'heure actuelle, on n'a pas de prérequis pour accéder aux championnats de France. Vu qu'on est encore une fédération, enfin, c'est l'effet force, c'est une fédération, mais que le pôle bras de fer est encore, on n'est pas à des milliers et des cents non plus, on peut se permettre, tous ceux qui veulent aller aux France, ils vont. Donc moi, demain, je prends une licence, je peux aller aux France. Exactement. Et aux France, si tu fais premier ou deuxième de ta caté, en fait, tu es susceptible après d'être choisi par, c'est Emery qui choisit ça. Voilà, il choisit les athlètes qu'il va envoyer pour quelle caté de poids, constitue une team France, et puis c'est parti, on est envoyé aux Europes, on est envoyé au monde. D'accord, ok. Un peu comme un sélectionneur, quoi. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Et après, tu vois, on fait aussi des choses sympas, on fait des nations contre des nations. Tu vois, en Serbie, c'était France contre Serbie. C'est un accord des deux fédés. C'est un sport, enfin, c'est en équipe, du coup. Voilà, entre guillemets, c'est en fait le champion des moins de 70 affronte le moins de 70, etc., etc., etc. Et ils font la comptabilité des vendettas gagnés. D'accord. Donc chaque athlète a sa coupe, et puis le club, enfin la nation, a la coupe de celui qui a gagné le plus de vendettas. D'accord, ok. Donc là, je vais te montrer un peu au strap. Donc là, on est en strap match. Et là, les amplitudes de poignets vont être un peu plus... Ouais, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, visuellement, souvent, ça reste presque main à plat quand tu es au strap. Mais les pressions sont les mêmes, tu vois. Regarde, on va partir comme ça. Tu vois, là, j'ai pas l'ascendant du tout. Tu prends on va jouer comme ça. Tu prends ma pronation. Tu es bien mieux passé au niveau de la main. Tu vas partir et moi, je vais essayer de défendre. Tu vois là, je suis resté plus ou moins à plat. Je t'ai laissé pousser. Je sens là, tu vois, que j'avais comme si je me suis entraîné 5 heures. Lors d'un combat, je sens que j'ai pas envie de jouer là-dedans avec toi. Donc je vais essayer de plus taper sur ta main. On va voir si j'arrive à te désactiver mieux ou pas. Voilà. J'ai senti le bras là. Là, j'ai réussi en fait à beaucoup plus te gêner. Ça fait que t'as essayé de. Tu t'es auto-ouvert, tu vois. C'est la même chose. Et si t'arrives un peu plus quand même, fléchir. Ok. Bien. On va refaire un truc plus technique, tu vas le faire. Mets-toi à 60%. Descends, fais comme tout à l'heure, 60, va, tranquille. Et là, ça bloque. Tu vas venir avec ton coude monter pour prendre avec ton corps en même temps. Regarde, descends. Tu vas remonter, prendre l'amplitude. Là, pour en finir avec. Et tu vois, essaie de me regripper plus haut. Voilà. Et là, tu relances une attaque. Alors, on va refaire depuis le début. On part, tu vois, laisse-toi aller, et là, ça bloque. Et je m'ouvre. Ce que je vais faire, tu vois, mon coude, il est ici. Je vais monter, regarde. En même temps que je regrippe. Tu vois, je prends de la hauteur, je prends du levier. Et je réattaque. Ok. Donc vas-y, tranquille, tu mets à 60-70%. Là, ça bloque. Vas-y. Attends, reviens. Refais. Si tu ramènes le coude là, c'est pour remonter la main. Voilà. Et voilà, exactement. Tu as regrippé et tu réattaques. Ok. Mais tu attaques entier. Voilà. Ok. J'ai pas ce truc de descendre totalement. Refais-le une fois. Oui. Voilà. Faut que je tombe plus après, mais... Dans l'idée, c'est ça. Ça, c'est le type d'ajustement que tu vas faire. Vous mettez de la magnésie? Oui, bien sûr. Moi, j'ai les mains, elles sont moitasses. Bien sûr, oui, magnésie. Ouais. Ok. Ouais, ça tape bien. Mais t'as une sacrée force. Ouais. Ouais, franchement, pour moi, t'en as plus qu'avant. Parce que c'est pas. Même si là. Tu sens une différence, ouais. Là, je suis usé. De mes derniers. Voilà, j'ai fait 2 combats à haut niveau là, en 1 mois et demi. Honnêtement, j'ai vu que j'ai tellement progressé. C'est pas ça qui fait que je te sens fort. C'est que t'es fort. T'as pris en force. Je pense que forcément, après, c'est évident, le fait de progresser. Après, je suis plus lourd qu'avant aussi. T'es plus lourd. Je te dis, tes bras me semblent plus gros. Faudrait regarder la vidéo. Faudrait mettre en parallèle au montage. Parce que franchement. Après, Lan aussi. Ah ouais? Toi aussi, ouais, si. On s'entraîne. De toute façon, c'est les résultats de tout ça. C'est pas. Ça, on s'entraîne, oui. En fait, on s'entraîne, on en parlait aussi, on est patient. Je pense qu'on applique les bonnes méthodes d'entraînement. Notre physique est le résultat de notre travail. Si tu performes, c'est qu'à un moment donné, tu t'es donné les moyens de performer. Je pense que c'est pour ça aussi que moi j'ai choisi de refaire une vidéo avec Alan. On est animé par notre sport. En fait, c'est ça aussi la chose qu'il faut prendre en considération, c'est que je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou même avec votre groupe d'amis, on peut très vite tomber dans un sport sans vraiment réaliser si vraiment c'est quelque chose qu'on a envie de faire ou pas. Et pratiquer du sport à haut niveau, si c'est quelque chose que t'aimes pas, ça pourra pas marcher en fait. Quand je vois toutes les spécificités que t'apportes, quand je vois toutes les connaissances que t'as, que ce soit biomécanique ou même sur l'anatomie en général, tu vois, ça prouve que t'es passionné et que t'es animé par ça, tu vois. Ouais, mais les gens se rendent pas compte à quel point dans certaines nations c'est un sport national, mais au-delà de ça c'est très militaire, c'est professionnel. Il y a des vidéos pareil, si tu arrives à le mettre dans le montage, ce serait intéressant que les gens se rendent compte. La Chardara en sport en Kazakhstan, tu as un centre, tu as 2 mecs qui font un bras de fer en bronze ou je sais pas quoi de 2 mètres, tu vois, et derrière tu as tous les gosses, ils ont peut-être 5 ans. Ils commencent à 5 ans, 7 ans, 8 ans, ils commencent, je sais pas.
Matin, footing, montée de corde, mais en mode militaire, tu vois, à la Kazakh, et derrière, un entraînement le matin, un le soir. Et t'as les petits, ils sont comme ça, ils ont des bébés poulies, et voilà. Le petit, il arrive à 20 ans, il a 20 ans de bras de fer, enfin, il a 15 ans de bras de fer. Il fait du bras de fer comme il va respirer, comme il va marcher, comme il va ouvrir une porte. Donc quand derrière, il prend la masse et la force de 20 à 30 ans, bah, ça te fait des machines. Et les gens se rendent pas compte à quel point le bras de fer, c'est un monde de fou, quoi. Pour des gens, c'est leur métier, leur vie, et ils en vivent, quoi. Ouais, non, mais franchement, je trouve ça vraiment inspirant. Puis même, je pense que t'as ce même truc que moi, quand on voit quelqu'un à haut niveau, tu vois, en fait, on sait tout le parcours par lequel il passe, et en fait, il y a un respect mutuel là-dedans. Et je pense que c'est aussi un petit peu les messages que je veux passer dans cette vidéo, c'est il y a rien sans rien. Faut s'en donner les moyens. Faut pas se persuader qu'on aime quelque chose, faut aimer quelque chose, il faut le faire pour les bonnes raisons. Mais par contre, n'attendez pas de devenir professionnel si vous vous en donnez pas les moyens. Il faut arrêter de, je pense, regarder trop ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Oui. Il faut aussi faire les choses pour soi. C'est du temps. Du temps, et c'est, comme je le dis toujours, on mise rien sur la motivation. C'est la rigueur qui fait le champion, en fait. Rigueur, la base, le mot, c'est sans fluctuation, c'est se dire j'y vais, quoi qu'il arrive. Donc si les mecs qui ont ces pics euphoriques, full motivation, ils vont pas loin. Il faut des mecs rigoureux, froids, qui savent où ils veulent aller, tu vois, ils y vont. Ouais, parfaitement d'accord. Si je dois choisir, si je suis plus fort physiquement ou psychologiquement, ouais. J'ai aussi un aspect, on va dire, spirituel dans la manière de voir, c'est-à-dire que pour moi, il y a l'aspect physique et il y a l'aspect psychologique / spirituel, tu vois, la manière de penser, la manière de concevoir les choses. Ouais. Pour moi, un athlète fort physiquement seulement, ça ne m'intéresse pas. On va dire que ça, c'est ma passion, mais c'est ce qui me permet, selon moi, d'être moi-même en tant qu'homme. Il faut que je sois fort physiquement, mais il faut que je sois fort psychologiquement, sinon ça tient pas la route. Je suis d'accord. Tu vois, malgré que je sois très fort physiquement, je suis peut-être plus fort psychologiquement au final, je sais pas. Tu vois, on peut pas quantifier l'un ou l'autre. Oui, parce que les deux sont liés quand même. Voilà, les deux sont liés, mais non, moi je mets vraiment un point d'honneur à justement essayer d'être sur un contrôle de ses émotions, de progresser en manière interne, tu vois, et voilà, c'est aussi ça une partie de ma vie, de ma vision, tu vois. Donc les deux s'auto-alimentent. Le sport aide beaucoup dans le travail d'introspection et de connaissance de soi-même. Plus tu arrives à comprendre un petit peu tes mécanismes intérieurs, même si bon, je pense qu'on n'y arrivera jamais totalement, et plus tu sais où sont tes limites, et tu sais arriver à travailler avec toi-même. Le physique n'est que le résultat finalement de ce que tu es dans ta tête et des choix que tu prends. Et comme tu parles de régularité, de constance, la vie et même le sport, tout est un marathon, et tout ce qui compte, c'est juste de répéter les choses et de les faire avec du sens. Donc ouais, non, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, faut qu'on soit fort partout. Exactement. On n'a pas le droit de faillir. Bon, bah ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je te serre la main, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour tout. T'as du grip, toi? Ouais, mais tu me serres la main sur le bout des doigts, Jaïma. Je vais pas me laisser avoir. Non, c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool parce que on passe un super moment. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces vidéos comme ça, les rencontres, et puis même si on se connaît déjà, mais pouvoir se revoir et puis communiquer autour des valeurs du sport. Comme j'ai dit, si vous voulez suivre Alan, n'hésitez pas vraiment. Ça donne de la force. Bien sûr, c'est l'objectif. Et puis, je pense que te mettre en lumière, c'est que te rendre ce qu'on te doit, parce que tu le mérites amplement. Voilà, ça fait plus de 10 ans que tu t'entraînes et tu fais les choses bien, et il faut aller soutenir Alan. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, moi de mon côté, si vous voulez me soutenir, vous avez ma marque de vêtements. Et en plus, on reprend un petit peu les valeurs dont on communique, tu vois, le scarabée qui symbolise vraiment ce travail de être dans la régularité, être dans la patience, être dans l'humilité. Si vous voulez un petit peu porter des vêtements à l'effigie de tout ça, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, bah n'hésitez pas. Puis ça rajoute de la force aussi, non? Ça rajoute de la force, moi. Voilà, tout ça c'est de la force. En fait. 10% de plus sur votre deadlift, si tu... C'est ça. 12, même, je crois. 12. Les amis, merci pour tout. Je vous laisse, c'était Monsieur Tus. Et puis, passez une très très belle journée. Et surtout, n'oublie pas, restez fort. Voilà. Bye. Tu nous as cassé les couilles, toi. Tu nous as cassé les couilles. Il grognait. Ouais, en fait, il pose le jouet et comme si tu l'as volé. Ouais. Tu sais, il te le pose, on entendra un petit peu. Il me le pose et après il me grogne en me regardant, genre tu me l'as volé, mais c'est débile, tu l'as pris, tiens.